John D. Rockefeller. Cet homme est tout simplement le plus grand capitaliste de tous les temps. Sa conviction profonde, gagner de l'argent est une mission divine et John Rockefeller en est le. Sa fortune était tellement immense que personne n'est d'accord sur son estimation exacte. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à son paroxysme, elle a atteint plus de 435 milliards de dollars actuels. Comparé à lui, Jeff Bezos, Bernard Arnault et Elon Musk sont des petits joueurs. Rockefeller, c'était tout simplement 1,5% de la richesse produite aux États-Unis chaque année. Alors comment cet enfant pauvre, issu d'une famille brisée, a-t-il construit la plus grande fortune de l'histoire? Laissez-moi vous conter la légende de John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller naît le 8 juillet 1839 dans la petite ville de Richford, dans l'État de New York. Il n'est nul autre que le fils de Devil Bill, un escroc itinérant. Usurier, Devil Bill accorde des prêts à 12% à des fermiers qu'il sait insolvables. Quand le fermier fait irrémédiablement défaut, il récupère tout simplement la ferme mise en gage. Mais ce n'est pas tout. C'est un voleur de chevaux, coureur de jupons et un charlatan. Il parcourt la région pour vendre des élixirs botaniques sous le pseudonyme Dr Livingstone. Alors que John n'est encore qu'un enfant, son père lui enseigne une chose. Le commerce, c'est une compétition sans pitié, tous les coups sont permis. Devil Bill a l'habitude de disparaître pendant des mois sans donner de nouvelles. Puis de réapparaître les poches pleines de cadeaux pour ses 6 enfants. Quand il est là, c'est un père aimant et joyeux, mais à chaque fois qu'il disparaît, la famille Rockefeller doit survivre avec presque rien. Pendant ces longues périodes de vaches maigres, la mère de John, Eliza, inculque à son fils un autre principe qui l'accompagnera toute sa vie. Le gaspillage engendre la misère. C'est dans cette ambiance qui mixe dépenses somptuaires et longs mois de frugalité que John comprend l'importance capitale de l'argent. Cette intuition sera encore plus renforcée par les sermons du pasteur local auquel John assiste chaque dimanche. Dans la pure tradition baptiste, le pasteur lui enseigne que s'enrichir est un devoir religieux. Mais attention, la condition est d'éviter les dépenses ostentatoires et de donner aux bonnes œuvres. À l'école, John est un élève discret mais travailleur. Il démontre déjà une grande affinité avec les chiffres et après les cours, c'est lui qui va aider sa mère à tenir les comptes de la maisonnée. Afin de se faire un peu d'argent, John va travailler dans les fermes voisines et gagne 37 centimes par jour. En économisant chaque centime, il se construit une petite épargne. À tel point qu'à l'âge de ses 11 ans, il est capable d'accorder un prêt à un voisin d'une somme de $50. $50, c'est une somme énorme pour l'époque, surtout pour un enfant. Aujourd'hui, ces $50 vaudraient plus de $2000. John, qui a bien retenu les enseignements de son père, prête les $50 à un taux d'intérêt de 7%. Un an plus tard, il récupère ses $50 et $3,50 d'intérêt. Pour John, c'est une révélation. L'argent ne doit pas être un maître, mais un serviteur qui travaille pour lui. Malheureusement, alors que John se construit, Devil Bill devient de plus en plus instable. Pour échapper à la justice, il enchaîne les déménagements et envoie John étudier à Cleveland. On est en 1853, John, 14 ans. Malgré l'instabilité familiale, l'intérêt de John pour les chiffres ne faiblit pas. À l'école, il excelle toujours en arithmétique et quand son père est à court d'argent, John lui prête volontiers, mais toujours avec des intérêts. 1855, coup de tonnerre. Devil Bill s'installe définitivement avec sa maîtresse. En tant qu'aîné des garçons, c'est à John qu'incombe la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. John a à peine 16 ans et est loin d'avoir terminé l'école. Il doit se former rapidement à un métier qui rémunère. Il en va de la survie de sa famille. Pour $40, une somme conséquente, John suit une formation express de 10 semaines pour apprendre la comptabilité et les règles bancaires. Diplôme en poche, il fait la tournée des employeurs 6 jours par semaine. Il dira plus tard, je travaillais tous les jours sur mon entreprise, l'entreprise de trouver du travail. Au bout de 6 semaines de recherche acharnée, il est enfin embauché par une maison de commission, Hewitt et Tuttle. Une maison de commission, c'est un courtier spécialisé dans les marchandises agricoles. La maison sert d'intermédiaire entre les producteurs d'un côté et les acheteurs grossistes, les négociants et les détaillants de l'autre. Elle se rémunère par une commission sur chaque vente. On est le 26 septembre 1855. John célébrera cette date tous les ans, et ce jusqu'à sa mort. C'est tout simplement l'anniversaire du jour où il a commencé sa carrière. Le sens du détail de John fait gagner beaucoup d'argent à Hewitt & Tuttle. Il est méticuleux dans son travail,
jusqu'au boutiste dans les négociations, arrive chaque jour à 6h30 et reste après 22h. Quand ses employeurs lui demandent d'aller collecter les dettes, John harcèle froidement les mauvais payeurs comme s'il s'agissait de son propre argent. Pourtant, les 3 premiers mois, John gagne seulement 50 centimes par jour. C'est à peine plus que ce qu'il gagnait en donnant des coups de main aux fermiers. Mais John s'en moque, il sait qu'il est en train d'apprendre. En janvier 1857, l'associé Tuttle quitte l'entreprise. John se retrouve alors promu au rang de comptable en chef. À 17 ans, il gagne désormais $500 par an. Mais cette promotion lui laisse un goût amer. Tuttle, pour le même travail, gagnait $2000 par an. Alors, en parallèle de son travail déjà prenant, John monte une petite activité de négoce. Néanmoins, l'économie est en pleine récession, la guerre de Crimée vient à peine de prendre fin. Cette activité secondaire de John devra rester un hobby jusqu'à ce que la conjoncture ne se porte mieux. Mais John ne se décourage pas, il sait que Dieu a de grands projets. En 1858, une opportunité frappe enfin à la porte de John sous la forme d'un immigré anglais. À l'origine simple jardinier, Maurice B. Clark fuit la justice anglaise après avoir frappé son employeur. Il a rencontré John durant sa formation de comptable et maintenant, il cherche un associé. Mais qui dit associé dit apport de capital. Grâce à sa discipline budgétaire quasi mystique, John a réussi à mettre $800 de côté. Selon la méthode que vous employez, cela représente entre 30 et 100 000 $ d'aujourd'hui. Le problème, c'est que Clark apporte $2000 à l'affaire. Il exige que John investisse à part égale. John est alors forcé de se tourner vers son père vieillissant, Devil Bill, qui ne lui fait pourtant aucun cadeau. Son père accepte de lui prêter $1000, mais à une condition, un taux d'intérêt de 10%. Coincé, John accepte. À seulement 18 ans, il devient enfin le cofondateur de sa propre maison de commission, Clark & Rockefeller. La première année, ils font $4400 de bénéfices. John Rockefeller vient de tripler ses revenus. Un an plus tard, ils sont rejoints par un troisième associé, George Gardner. Gardner descend de l'aristocratie locale. Pour Clark, ce nom prestigieux va donner encore plus de crédibilité à la maison. La décision est prise de retirer le nom de Rockefeller de la plaque et la société devient Clark, Gardner & Company. John vit cette décision comme une profonde injustice. Au-delà de l'humiliation, il y a une différence fondamentale de philosophie entre Rockefeller et ses associés. John réfléchit en adulte responsable et austère, tandis que Clark et Gardner veulent flamber. Malgré ces tensions, les affaires sont florissantes et elles vont l'être encore plus grâce à la guerre qui va déchirer le pays. Le 12 avril 1861, la guerre de sécession est déclarée. John est profondément opposé à l'esclavage et il est en âge de combattre, mais sa priorité, ce sont les affaires. Pour $300, il embauche un remplaçant qui ira se battre à sa place. C'est le cas notamment de Theodore Roosevelt, le futur président des États-Unis. Débarrassé de ses obligations militaires, John peut se concentrer enfin sur ce qu'il sait faire de mieux, sa mission divine, gagner de l'argent. La guerre fait exploser la production et il faut de la nourriture pour les soldats, il faut des uniformes, il faut aussi des munitions. Les États du Nord investissent dans les télégraphes, dans les moissonneuses et les machines à coudre, les mines de charbon et surtout dans le train. Le gouvernement octroie des dizaines de concessions aux compagnies ferroviaires pour accélérer le transport du fret. Sans le savoir, il développe l'infrastructure sur laquelle John va construire son empire. En 1862, Clark, Gardner & Company fait $17 000 de bénéfices. John vient encore une fois de tripler ses revenus. L'entreprise déménage dans des locaux plus grands et John réussit à exclure George Gardner de l'entreprise. À partir de là, tout va s'accélérer car un nouveau personnage s'apprête à entrer dans l'arène. Pendant la première moitié du 19e siècle, deux ressources portent l'industrie américaine, le charbon et l'huile de baleine. Le charbon permet de se chauffer, faire tourner les machines à vapeur. L'huile de baleine, elle, sert de lubrifiant et surtout de combustible d'éclairage. Le problème, c'est qu'entre la surpêche et la hausse de la demande, l'huile de baleine coûte de plus en plus cher. Les Américains modestes sont donc contraints de s'éclairer à la bougie, tandis que le budget éclairage des usines explose. Mais il y a une alternative. Cette alternative, c'est le kérosène pétrole. Nous sommes en 1863 et le chimiste Samuel Andrews est persuadé que le kérosène, c'est l'énergie future. Andrews harcèle Clark, l'associé de Rockefeller, pour obtenir de l'argent. Mais Clark refuse. Non seulement ce n'est pas un enthousiaste du kérosène, mais surtout... L'entreprise a très peu de liquidités car John a pris l'habitude de recourir à l'emprunt pour financer la croissance. Entre les loyers, les salaires, les avances, les emprunts et malgré les bénéfices confortables, Clark et Rockefeller n'a que $250 de cash. Mais quand Samuel Andrews frappe à la porte de John Rockefeller, ce dernier voit une nouvelle opportunité de s'enrichir. Clark et Rockefeller s'associent à Andrews et au passage font entrer au capital deux nouveaux associés, les deux frères
frères de Clark, James et Richard. Les 5 associés fondent leur première raffinerie, Excelsior Works, dans la banlieue de Cleveland. John a choisi le site car il sait qu'une ligne de chemin de fer va bientôt desservir la zone. C'est donc un excellent emplacement pour faire jouer la concurrence entre les péniches et le train, et bien sûr obtenir le meilleur tarif pour le fret. À cette époque, le raffinage de pétrole, c'est le nouveau Far West. Les aventuriers qui ne cherchent pas des gisements ouvrent des raffineries en espérant faire des profits sans effort. Mais John, lui, fait la chasse au gaspillage. Pour cela, il n'hésite pas à adopter des tactiques contre-intuitives pour l'époque comme l'internalisation des coûts. Excédé par un artisan plombier qui essaye de les escroquer, John ordonne qu'on embauche un plombier en interne. Ce dernier est chargé d'acheter les tuyaux en gros et de les assembler lui-même. Les barils nécessaires au transport du pétrole coûtent trop cher, alors la raffinerie achètera du bois en gros et fabriquera les siens. Mais là où Rockefeller va rouler sur la concurrence, c'est sur la gestion des déchets. À l'époque, sur 100 litres de pétrole raffiné en kérosène, 40 litres sont perdus dans la transformation. Là où ses concurrents y voient du déchet, John y voit de l'or. Il fabrique de la vaseline, du goudron, de la paraffine et de la naphtaline. Même les restes d'acide sulfurique utilisés pour le raffinage sont transformés en fertilisants. Résultat, la raffinerie Excelsior Works est infiniment plus rentable que les raffineries concurrentes. Mais en coulisses, les tensions s'accumulent entre les Clark et Rockefeller. De 10 ans plus âgé que John, Maurice Clark l'a toujours pris de haut. À ses yeux, John est un comptable, pas un entrepreneur. Une vision aussi condescendante qu'erronée, car c'est bien Rockefeller qui porte l'entreprise sur ses épaules. En plus de sa gestion optimisée au centime près, John n'hésite pas à participer aux tâches les plus ingrates. Chaque jour, il se rend à la raffinerie aux aurores et donne un coup de main aux manutentionnaires qui assemblent les barils. Mais au-delà de ça, le véritable cœur de leur divergence, c'est le pétrole. Le comble pour une raffinerie, vous me direz. Le marché du pétrole est chaotique. Aucune régulation n'existe. Un nouveau gisement découvert, les prix s'effondrent. Un puits se tarit, les prix s'envolent. Au début de la guerre, le prix du baril oscillait entre 10 cents et 1 $. En 1864, il varie du simple au triple en passant de 4 à 12 $. Maurice Clark y voit un danger, mais John Rockefeller, lui, y voit une opportunité. En bon capitaliste, il veut recourir à l'emprunt pour développer plus rapidement la raffinerie. Problème, les frères Clark restent majoritaires et peuvent bloquer les décisions de John Rockefeller. Lors d'une énième dispute, les 5 associés dissolvent une bonne fois pour toutes leur partenariat. Parts de la société sont vendues aux enchères. Mais ce que les frères Clark ignorent, que John Rockefeller s'est allié à Samuel Andrews. Ensemble, ils ont levé des fonds auprès des banquiers locaux en prévision du rachat. Le jour de la vente, les enchères s'envolent. L'enjeu est de taille. En seulement 2 années d'existence, la raffinerie d'Excelsior est devenue la plus grande raffinerie de Cleveland. Après un combat acharné, John remporte la raffinerie pour 72 500 $. C'est l'équivalent de 1,4 million de dollars aujourd'hui. L'assurance vie, c'est l'enveloppe d'investissement la plus populaire en France. Le problème, c'est que la plupart des assurances vie sont truffées de frais. Frais de versement, frais de gestion de contrat, frais de gestion de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille de frais auxquels vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% de frais par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons lancé Finary Life, notre contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finary. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profil. Et en prime, vous bénéficiez d'un boost de 1,6% net sur les fonds euros Netissima pour les années 2025 et 2026. Ce boost est valable pour tous les investissements hors versement programmés jusqu'au 31 juillet 2025. Et pour les fans de gestion libre, elle arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout la possibilité de passer de la gestion profilée à la gestion libre. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran pour l'ouverture de votre contrat. John Rockefeller est obsédé par l'optimisation du moindre centime et a raison. Chaque tuyau, chaque baril, chaque déchet est transformé en profit. Nous sommes en 1865, John Rockefeller a 26 ans. Pour la première fois de sa carrière, son nom trône enfin en tête sur l'enseigne de l'entreprise. Rockefeller & Andrews. En 1867, toujours obsédé par la croissance, toujours à la recherche de capital, il fait entrer un nouvel associé, l'entrepreneur Henry Flagler. Flagler a une solide expérience dans le négoce de céréales, mais en réalité, il n'a pas de capital propre. Le véritable apporteur de fonds, c'est Stephen Harkness, demi-frère d'Henry Flagler. Harkness est prêt à investir 100 000 $ dans l'affaire de John, à condition qu'Henry Flagler le représente. C'est une excellente association pour John. Avec Henry, John a enfin trouvé un
un partenaire à sa hauteur. Dès son arrivée dans l'entreprise, Flagler négocie en secret 30% de remise auprès de la compagnie ferroviaire Lakeshore Railroad. Si l'accord est secret, c'est parce que les compagnies ferroviaires sont régulées par l'État fédéral américain. Elles sont libres de choisir leurs tarifs, par contre, elles ont l'obligation d'appliquer ce tarif à tous les clients, et ce, sans discrimination. Ce système de remise dont profite Rockefeller est donc illégal. Mais la Lakeshore Railroad ne veut pas se priver de la manne financière que représente le partenariat avec Rockefeller. C'est le début d'une frénésie de négociations secrètes asphyxier les raffineries concurrentes. En 1970, Rockefeller, Andrews et Flagler deviennent la Standard Oil. Pour Rockefeller, le pétrole est un cadeau de Dieu et le kérosène est une solution aux besoins de l'humanité. Standard Oil produit le meilleur kérosène du monde au prix le plus bas possible avec des standards de qualité inégalables. D'où le nom, Standard Oil. Le problème, c'est que depuis la fin de la guerre de sécession, le marché du pétrole est en crise de surproduction. D'un côté, des chercheurs d'or noir qui continuent de creuser des puits en espérant devenir millionnaires. De l'autre, des raffineries habituées à des profits mirobolants sans le moindre effort, dû à la demande de kérosène qui ne cessait de monter. Aux yeux de Rockefeller, la situation est une bombe à retardement. Même si son business est florissant aujourd'hui, il craint un effondrement systémique demain. Alors Rockefeller va se transformer en véritable chirurgien et opérer le système tout entier de ses propres mains. En 1871, Rockefeller s'associe au chemin de fer pour créer un cartel, la South Improvement Company. Un cartel est une entente entre plusieurs concurrents du même secteur qui veulent fixer les prix du marché. Dans le cas de la SIC, il s'agit d'une entente entre les raffineries et les 3 principales compagnies ferroviaires du Nord. Côté raffinerie, Standard Oil contrôle déjà 10% du marché américain. Leur levier de négociation sur les compagnies ferroviaires est absolument délirant. Mais la guerre des prix est en train de ruiner cet avantage. Pour garantir des revenus stables au chemin de fer, Standard Oil s'apprête à répartir équitablement son fret entre les 3 compagnies de la SIC. En contrepartie, les compagnies s'engagent à louer les camions citernes de la Standard Oil. Elles s'engagent aussi à doubler les prix du fret pour toutes les raffineries extérieures au cartel. De plus, pour chaque baril concurrent transporté, 1,6 $ seront reversés à la Standard Oil. Le coup de grâce, c'est que les compagnies ferroviaires acceptent de faire de l'espionnage industriel pour Standard Oil. Elles lui fourniront alors toutes les informations qu'elles possèdent sur les autres raffineries. Les trajets, les volumes transportés et bien sûr les dates d'expédition des barils. Mais en février 1872, coup de théâtre. Un informateur anonyme fuitait l'accord secret. Les producteurs de pétrole se mettent en grève et les raffineurs concurrents vandalisent les citernes de Standard Oil. Mais au lieu de capituler, Rockefeller retourne la polémique à son avantage. Il sait que 90% des raffineries sont déficitaires, qu'elles sont terrorisées à l'idée que Standard Oil puisse bénéficier de remises sur le fret. John se lance alors dans une vague de rachats sans précédent. C'est ce qu'on appellera plus tard le massacre de Cleveland. La majorité des raffineries jettent l'éponge. Les raffineries qui veulent résister essaient d'emprunter pour survivre. Mais à leur grande surprise, aucune banque ne leur accorde de prêt. Avant de lancer son offensive, Rockefeller a bien sûr offert des parts de Standard Oil à tous les banquiers de la ville. Résultat, en 2 mois, Standard Oil rachète 22 raffineries sur les 26 à Cleveland. À seulement 33 ans, John Rockefeller contrôle déjà 25% du raffinage américain. Ses parts de la Standard Oil en font officiellement un millionnaire en dollars de l'époque. Mais l'année suivante, l'économie mondiale sombre dans le chaos. La banque Jayco est faillite à cause de ses investissements dans la Northern Pacific Railway. C'est le jeudi noir. Le prix du baril s'effondre à 40 centimes. Dans certaines régions des États-Unis, le pétrole vaut moins cher que l'eau. Mais cette crise, ce n'est pas la première que Rockefeller traverse. Et comme toujours, il la voit comme une opportunité. Standard Oil dispose de 2 avantages. Le premier, c'est l'optimisation. Grâce à l'obsession de Rockefeller pour l'économie du moindre centime, ces raffineries résistent à l'effondrement des prix. Le second, c'est le levier du capital. Rockefeller réduit les dividendes de Standard Oil afin de dégager des réserves de cash. Avec cet argent, il continue de racheter les raffineries qui font faillite un peu partout dans le pays. John D. Rockefeller accomplit alors sa mission divine. En éliminant les raffineurs les plus faibles, il renforce la santé du secteur. Cela permet aux consommateurs de s'éclairer à bon marché avec un kérosène de qualité. L'année suivante, il investit massivement dans les pipelines. L'enjeu est double, disposer d'une alternative au fret ferroviaire et bien sûr, limiter l'accès des concurrents à ces pipelines. Résultat, à l'été 1874, Rockefeller contrôle déjà 36% du transport via pipeline. La Standard Oil paraît inarrêtable. En 79, la compagnie contrôle 90% du transport et du raffinage du pétrole américain. En 80, elle est valorisée à 3,5 millions de dollars, l'équivalent de 110 millions de dollars aujourd'hui. La compagnie se diversifie et commence même à faire ses propres forages. Mais cette croissance folle, Rockefeller ne la voit pas d'un bon œil. Standard Oil est basé à Cleveland,
mais l'entreprise a 40 filiales réparties à travers tout le pays. Or, dans un pays décentralisé, chaque État possède sa propre législation. Un État peut alors taxer les entreprises depuis un État voisin, voire leur interdire d'exercer sur son territoire. Pour Rockefeller, cette contrainte fait de Standard Oil un géant aux pieds d'argile. Le 2 janvier 1882, John Rockefeller crée le Standard Oil Trust. Un trust, une fiducie en français, n'est pas une entreprise mais un contrat de transfert de gestion. Une personne, appelée constituant, transmet la gestion de son patrimoine à une autre personne de confiance appelée fiduciaire. Les 37 actionnaires les plus importants de Standard Oil et de ses filiales confient la gestion de leur part à un petit groupe de 9 personnes. John D. Rockefeller, évidemment, son frère William, son associé Henry Flagler et 6 autres fiduciaires. L'entreprise Standard Oil est ensuite séparée en 7 entités différentes, une pour chaque État où l'entreprise est présente. Standard Oil of Ohio, Standard Oil of New York, et ainsi de suite. Officiellement, on a donc des entreprises indépendantes qui opèrent chacune dans leur État respectif. En réalité, les 9 fiduciaires agissent en tant que conseil de direction clandestin de la Standard Oil. Pour Rockefeller, il ne s'agit pas seulement de contourner la loi, mais de transformer ses associés en missionnaires. Les employés sont encouragés à acheter des parts de Standard Oil, puis de les confier au trust. Rockefeller le voit comme le cercle vertueux du capitalisme populaire. Les employés investissent leur énergie et leur argent dans sa croisade pétrolière, et en retour, John Rockefeller les enrichit. C'est le début d'une longue période de prodigalité pour Standard Oil. De 1882 à 1906, l'entreprise reversera 65% de ses bénéfices sous forme de dividendes. Rien ne peut arrêter la croisade. Standard Oil possède un monopole sur le secteur pétrolier américain, mais pas que. 50% du pétrole mondial est entre les mains d'un seul homme, et cet homme s'appelle John D. Rockefeller. Cette hégémonie est brièvement menacée par le pétrole russe, moins cher que le pétrole américain. Et ce pétrole russe va menacer les Rockefeller grâce à une autre famille mythique, les Rothschild. Si vous voulez découvrir l'histoire qui se cache derrière ce nom mythique, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Standard Oil attaque alors le marché avec sa férocité habituelle. En plus de faire pression sur les transporteurs, l'entreprise corrompt les ingénieurs d'un certain Robert Nobel qu'il sabote le kérosène du concurrent. John D. Rockefeller va conquérir le monde et accomplir sa mission divine, quel qu'en soit le prix. Mais la plus grande menace actuellement pour l'empire Rockefeller, c'est l'État américain. La puissance de Standard Oil fait jaser. En 1890, le sénateur de l'Ohio, John Sherman, fait adopter le Sherman Antitrust Act. Le texte interdit à la fois les monopoles et les ententes illicites qui restreignent le commerce, comme les cartels. Le trust de Rockefeller coche bien sûr les 2 cases. C'est le début d'un chassé-croisé avec les autorités. Après 2 ans de bataille juridique, en 1892, l'État de l'Ohio obtient la dissolution du trust. En réponse, Rockefeller crée maintenant une holding au New Jersey et se pense tranquille. Mais le combat est loin d'être fini. En 1904, la journaliste Ida Tarbell publie une enquête de 900 pages sur les pratiques de la Standard Oil. Son mobile, son père, a été ruiné pendant le massacre de Cleveland, enclenché par John D. Rockefeller. Le scandale secoue les États-Unis. Cette fois, c'est l'État fédéral qui s'en mêle, qui attaque la holding Standard Oil au nom de la loi antitrust. On est en 1909. Après 15 mois de procès, Cour décide la dissolution de la holding. Rockefeller fait appel et en 1911, Cour suprême entérine la dissolution. Standard Oil est découpé en 39 sociétés indépendantes. Certaines existent encore aujourd'hui, comme Chevron, UTLX, ExxonMobil. On pourrait croire que la légende de John D. Rockefeller s'arrête là. Et effectivement, il décide de se retirer des affaires pour se concentrer sur la philanthropie, son autre mission divine. À ce stade, Rockefeller n'est pas encore milliardaire. À 62 ans, sa fortune est évaluée à 180 millions de dollars. Le secret de John, c'est encore et toujours la même chose, le capital. Il possède 25% de Standard Oil. En conséquence, l'État lui accorde 25% de chacune des sociétés créées lors du découpage. L'arrivée du moteur à explosion crée un débouché pour l'essence, jusqu'ici considéré comme un déchet du pétrole. En 1913, le patrimoine de John D. Rockefeller est évalué à 900 millions de dollars. Un an plus tard, la Première Guerre mondiale fait exploser la demande de pétrole. En 1916, à l'âge de 77 ans, Rockefeller devient le premier milliardaire de l'histoire grâce à son portefeuille d'actions. Ce milliard de dollars de l'époque vaudrait aujourd'hui 29 milliards de dollars. Mais si on exprime cette fortune en part du PIB possédé, en réalité, elle s'élèverait à plus de 435 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est évidemment largement plus que Jeff Bezos, Bernard Arnault ou encore Elon Musk. En 1934, il transmet la gestion de son patrimoine à un nouveau trust. Légal cette fois-ci,
qui gère encore aujourd'hui le patrimoine de ses nombreux descendants. Une dynastie parmi les plus puissantes du monde, qui continue de forger l'histoire. Un des petits-fils de John D. Rockefeller deviendra même le vice-président des États-Unis. Cet empire n'aurait jamais existé sans l'obsession hors du commun de John, mais aussi, il n'aurait jamais existé sans la technologie. Le pétrole, le télégraphe, les chemins de fer. Aujourd'hui, le secteur pétrolier est cadenassé. Réservé aux grands groupes industriels qui peuvent investir des milliards pour créer des nouvelles entreprises, il est pour ainsi dire impossible de voir un nouveau Rockefeller apparaître dans le pétrole. Le nouveau Far West d'aujourd'hui, c'est l'IA. C'est là que se construit peut-être la prochaine dynastie Rockefeller, avant que les régulations et le coût d'investissement ne réservent le secteur à une élite fortunée. Personne ne connaît encore le prochain Rockefeller, et qui sait, c'est peut-être vous. Mon favori pour prendre la relève de John D. Rockefeller, c'est Jensen Huang, le fondateur d'NVIDIA.